Merci également pour cette jolie invitation à réfléchir sur ce sujet compliqué et encore plus après toi, Philippe, de passer après cette très belle exposé. Je pense que je vais essayer d'être assez complémentaire de ce que tu as dit parce que je me suis intéressé aux normopathes, hein, si j'ose dire. Hein. Donc à l'art, à la manière dont les artistes institutionnels ont accueilli, recueilli, transformé, vécu ce problème que tu as très bien posé de l'esthétisation de la violence et des problèmes qu'elle peut nous poser. Dans une époque, donc je vais remonter au 19e siècle, où les choses se sont un petit peu peut-être cristallisées. Mais juste avant, je voulais juste rappeler cette anecdote peut-être. Quand vous avez lancé cette invitation, elle a coïncidé avec la parution d'un livre qui s'appelle La part de l'ange, qui a eu pas mal de presse, hein, d'un Américain qui s'appelle Steve Pinker, et qui est un psychologue qui a écrit 1000 pages pour expliquer ce fait assez contre-intuitif que la violence a diminué dans la société. Hein. On a plutôt tendance à penser que la violence s'accroît sans cesse parce qu'on est bombardé par des images extrêmement violentes et elles se multiplient avec les canaux de diffusion. Hein. Vous avez parlé des jeux vidéo, la télé, Internet. Bon, on ne sait plus où tourner de la tête et chaque série, chaque image est plus violente que l'autre. Et en fait, dit-il, la violence a diminué. Et évidemment, il est assez confortable de se dire que c'est la concrétisation, la preuve de la théorie d'Aristote. Hein, vous avez parlé, la catharsis, la purgation des passions. C'est-à-dire qu'au fond, il pourrait y avoir un jeu de vase communicant entre la violence représentée et puis la violence subie. L'idée d'Aristote, vous vous rappelez, c'est de dire que si on regarde une action violente, on est purgé de ces passions violentes, de ces passions mauvaises. Le mal soigne le mal, en quelque sorte, et on sort d'un spectacle ragaillardi, bienveillant, et on diminue le taux de violence, en quelque sorte, dans la société. Et c'était aussi la théorie d'un historien très célèbre, très remarquable, qui s'appelle Norbert Elias, dans La civilisation des mœurs, qui explique que au fond, la société a, par différents truchements, différents dispositifs, réduit sa part de violence. Le premier dispositif, c'est évidemment l'État, hein, qui exerce le pouvoir de la violence légitime. Il n'y a qu'une entité qui, en quelque sorte, a le droit d'être violente. Toutes les autres doivent se soumettre à sa férule. Il y a d'autres exemples plus bizarres. Le sport. Hein, le sport est une manière de rejouer, de jouer des formes de violence, mais en quelque sorte en les rendant plus neutres, plus inoffensives. Et évidemment, l'art est une de ces formes, donc, par excellence, de la catharsis, de la purgation des passions. Mais cette thèse, elle n'est pas tellement contre-intuitive, elle est quand même un petit peu choquante aussi, parce que le critère distinctif de la violence pour Steve Pinker, c'est le nombre de morts, quoi. Donc il prend chaque année le nombre de morts à l'échelle planétaire, et puis il vous dit, bah, vous voyez, ça va mieux. Alors qu'en fait, la violence, c'est très compliqué. Il y a des violences qui ne sont pas simplement des violences physiques, il y a des violences psychiques, il y a des violences symboliques, il y a des violences sociales qui ne sont peut-être pas comptabilisées. On ne sait pas, celles-là, si elles croissent ou si elles diminuent. Hein, il y a des violences aussi qui sont... la violence, c'est toujours un contexte. Hein, les animaux sont violents entre eux. Ce n'est pas forcément le même sens qu'on peut se donner à nous de la violence. C'est un autre contexte, un langage parfois. Ce qui caractérise notre époque, c'est que la violence parfois semble sans raison et donc d'autant plus cruelle, d'autant plus violente qu'elle ne devrait absolument plus exister. Donc, tout ça, c'est un peu compliqué et c'est effectivement autour de ces questions-là, de ce jeu un peu trouble qui se noue en quelque sorte entre les artistes qui font un peu le sale boulot et puis les autres qui profiteraient du travail qui a été fait, qui se cristallise donc à la fin du 19e siècle autour de la querelle de l'art moderne, hein, en fait. Il va se passer cette grande cassure dans l'histoire de l'esthétique, dans l'histoire de l'art. Au XXe siècle, les formes de l'art vont dramatiquement changer, et elles vont changer sous l'effet d'une sorte de double dégoût. Le premier, c'est le dégoût qu'une génération d'artistes va démontrer à l'égard de ce genre de travail. On appelle ça l'art pompier aujourd'hui, hein, mais à l'époque, c'est l'art officiel. Hein, c'est l'art qu'on voit au Grand Palais, enfin dans les lieux d'exposition les plus prestigieux. Et c'est un art qui multiplie
les scènes de violence. C'est un art qui cherche le scandale, en fait. Les scènes de sexe aussi, ce sont des scènes souvent inspirées de la Bible, parce que quand même, on avance un peu masqué. Mais enfin, il faut émoustiller un peu le spectateur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au Grand Palais, vous avez c'est gigantesque, et en fait, il faut se démarquer. Il faut se démarquer, il faut se faire remarquer. Et les tableaux sont de plus en plus grands, de plus en plus colorés, de plus en plus criards, font parfois 4 mètres de haut, et les scènes de plus en plus osées, un petit peu comme à la télé en fait. Hein. C'est la même logique marchande, consumériste de violence, quelque part, qui se manifeste là-dedans. Or, c'est un art qui vient télescoper une époque qui est en pleine mutation. Mutation technologique, industrielle, écologique, et en 1914, qui va rencontrer ce qu'on appelle la première guerre moderne, hein, la guerre technologique, qui va voir des millions d'hommes mourir en l'espace de quelques jours sur certains théâtres d'opération, à Verdun, dans la Somme, et transformer quand même radicalement le sens de ce petit attelage, quoi, finalement un peu confortable, qui s'était créé entre des artistes qui faisaient des scènes de violence d'un autre temps pour émoustiller un peu le bourgeois, et puis une violence réelle qui, elle, avait changé complètement de nature et prenait complètement le monde à revers. Et les artistes ont décidé de ne plus être complices, hein, vous avez, je crois, prononcé le mot complicité, de cette situation. Et ils se sont posé la question de savoir, au fond, comment on pouvait sortir l'art de cette situation un peu passive face à cette situation. Mais alors, d'une certaine manière, lui redonner le sens originel de la catharsis, c'est-à-dire de produire une purgation des passions qui serait vraiment efficace, qui ne serait pas juste confortable, voilà, qui vraiment permettrait de guérir le monde, de penser le monde, P-A-N-S-E-R. La réflexion que se font les artistes à ce moment-là, c'est que... Merci. Il faut le rallumer, c'est ça ? Ouais, voilà. C'est que... l'art ne peut nous purger de la violence, dans sa forme classique, qu'au prix d'une violence invisible, qui est masquée, et qui est la violence de la représentation elle-même. Et que c'est ça qu'il faut faire voir. Il faudrait réussir à nous purger de notre propre plaisir, un peu malsain, à voir de la violence. Et alors, ils vont fabriquer d'abord des objets un petit peu comme ça, qui sont effectivement un peu étrange. Ce n'est pas une sculpture classique, c'est une sculpture qui s'appelle l'objet désagréable. C'est un objet pointu. Et cette pointe, elle vient dire à la fois ce qu'on dit quand on pointe du doigt, ou bien quand on a un regard perçant. On exerce une forme de violence, en quelque sorte, quand on est en relation avec autrui, avec une sculpture, avec un objet qu'on objectifie, on produit de la violence, et les artistes décident de nous renvoyer, en quelque sorte, un peu de cette violence, et de nous dire, regardez-la, peut-être que ça va vous faire du bien, de vous faire un petit peu de mal. Donc c'est un objet contendant, voilà. C'est bien avant Les Hommes qui marchent, c'est un travail vraiment intéressant de l'époque plus surréaliste de Giacometti. Ça, c'est l'école de Nice, hein, c'est à côté. Armand, les fameuses colères d'Armand, hein, Armand qui cassait des objets, un violon ici, mais qui a cassé la totalité de son appartement, qui se filme et qui projette ses vidéos pour dire aussi, en tant qu'artiste, sa volonté de sortir d'une esthétisation complaisante de la violence et de nous faire voir des objets réellement détruits, même si, Philippe, tu dirais probablement qu'on est encore dans un régime esthétique, hein, et que c'est récupérable par le marché ou par un sentiment de beauté peut-être, qui pourrait neutraliser la volonté de l'artiste de nous faire pénétrer dans une plus grande violence. Alors c'est pour ça qu'on voit aussi ce genre d'objet qui apparaît. Et là, on bascule alors vraiment dans quelque chose de tout à fait différent. Raphaël, tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'art qui retourne la violence contre lui-même. Ce n'est pas des actions violentes qui sont montrées dans des boîtes, sur des cadres, etc., ou des sculptures qui sont plus ou moins contendantes. C'est un artiste, Fontana, qui, là, vous voyez, avec un burin, avec une pointe, détruit le canevas même de la toile. Dans un geste un peu rageur, quoi, comme ça, peut-être d'impuissance, on peut dire, on va en discuter, mais en tout cas, la violence maintenant se retourne sur le médium même de l'art. Voilà, là, c'est Hermann Nitsch, un actionniste viennois,
qui peint avec du sang de bœuf et qui produit des scènes d'horreur, quoi, en fait. Hein. Quasiment, si vous êtes phobique du sang, je vais peut-être vous le laisser longtemps, mais voilà, il y a eu des choses avec des sacrifices animaux, etc. Et là encore, il s'agit de montrer la violence à l'œuvre dans le musée, hein, et de faire en sorte que le spectateur sorte de là un peu sali, comme secoué. Et quand on va dans un musée d'art contemporain, on est parfois un peu secoué, et j'en sais quelque chose, puisque évidemment je m'occupais aussi des publics du Palais de Tokyo, donc j'avais les réclamations aussi. Et comme c'était 6 € à l'époque, les gens étaient quand même pas très contents parfois de voir des choses qui les secouaient, quoi, ou qui les troublaient. Parce que voilà, c'est un autre exemple, il est peut-être moins évident que les précédents, mais ça aussi c'est une forme de violence, en fait, une forme de manière de montrer la violence de la représentation. Hein. On prend un urinoir, on le met dans un musée, et on vous dit en quelque sorte, vous êtes tous des ânes, quoi. Vous regardez des tableaux, alors qu'en fait, n'importe quoi peut faire objet d'œuvres d'art. Un urinoir, en plus, c'est l'objet le plus trivial, le plus dégoûtant, en quelque sorte, et on va en faire une sculpture. Et là, le geste de Duchamp, lui qui est un dadaïste, hein, vous connaissez le mouvement dadaïste, il est né pendant justement la Première Guerre mondiale. Hein. C'est un mouvement absurdiste, hein, qui considère au fond que le monde est sans raison, donc l'art doit l'être aussi. Le monde a perdu sa raison, et donc on va montrer des œuvres sans raison, des œuvres absurdes. Et dans absurde, il y a un préfixe, ab, hein, qui vient dire la séparation, la coupure. Et qu'on va retrouver dans abstrait, hein, dans l'art abstrait, l'art totalement abstrait d'un Joseph Kosuth. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça nous énerve, mais oui, c'est fait pour ça. Le propos de Kosuth, c'est un peu de dire, il va falloir choisir. Hein. Vous voulez la photographie de la chaise, en faire une belle œuvre d'art que vous mettrez dans votre salon, mais en fait, non. Moi, je vais vous donner la vraie chaise, et puis la définition de la chaise. Je vais démanteler, en quelque sorte, les 3 associations possibles de la chaise. Hein, et je vais vous obliger de choisir, et vous ne pourrez pas consommer cet objet. Voilà. Et c'est probablement avec un fond effectivement marxiste peut-être derrière, autour de la question de la consommation et de la société de consommation qui est dénoncée par des artistes qui font ce genre de travail. Ça, c'est Brecht. Je parlais de Marx. Vous connaissez tous Brecht, le grand dramaturge allemand marxiste, qui a inventé un terme qui s'appelle la distanciation. La distanciation, ça consiste à dire vous ne pouvez pas aller au théâtre et voir un spectacle en pensant que, voilà, que vous avez fait une bonne action, en quelque sorte, a fortiori, ou même un spectacle aristotélicien où vous auriez vu des actions qui auraient purgé vos passions mauvaises, etc. Ça ne marche pas comme ça. Du seul fait que vous allez voir un spectacle et que vous croyez à l'action qui se passe sur scène, vous devenez complice de la violence symbolique que met en dispositif un spectacle. Cette violence symbolique, c'est la nôtre, c'était celle du rideau tout à l'heure, c'est celle de la coupure entre la scène et la salle. Hein, cette violence symbolique de l'art, ce dispositif qui permet que de l'art ait lieu, est en même temps le dispositif qui cache et masque toutes les autres violences dont je parlais, cachées, psychiques, sociales, économiques, dont il faut se débarrasser. Et c'est pour ça que Brecht, quand il met en scène son travail, vous voyez le fait avec des lettres, du lettrage, il dit que le personnage à gauche, c'est le radiophone, que le personnage à droite, der Hörer, c'est l'auditeur. Et en fait, il casse en permanence, il joue le court-circuit, c'est comme de l'anti-jeu. À chaque fois qu'on pourrait tomber pour la narration, pour l'histoire, il va vous distancier, et c'est une manière de vous dire, rappelez-vous que le spectacle, c'est quand même un petit peu dangereux d'une certaine manière. Voilà, ça c'est Marina Abramović, un autre genre d'art aussi possible, la performance. Marina Abramović, c'est une performeuse qui s'est fait connaître en s'assoit en face d'elle, et puis il se passe des choses, ou pas, mais ça peut durer très très longtemps. Et puis là, c'est une performance qu'elle a fait avant avec un autre performeur, là elle met des claques. Et donc c'est ce que je l'appelais, c'est ce que je disais en parlant de Brecht, hein, il faut mettre une sorte de claque à la représentation pour se purger vraiment, réellement de la violence qui est en soi.
Puis c'est aussi une réponse à la question que tu posais, c'est-à-dire comment on fait pour être irrécupérable. Qu'est-ce qu'on peut produire qui ne serait jamais dans un musée? Une performance, c'est éphémère, hein, c'est comme une scène de théâtre. On ne peut pas vraiment le récupérer, c'est un moment. Et ce moment est parti pour toujours. Je ne sais plus le sujet après. Non, ça c'est après ça. On va rester là-dessus. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'art moderne parvient dans cette catharsis que j'appellerais la puissance 2 au but qui est recherché, qui est de nous purger de la violence qui est en nous, vraiment profondément en quelque sorte, de faire de nous de meilleurs citoyens, si j'ose dire. Et la réponse, elle est ambiguë forcément, hein, à la fois parce que, comme tu l'as dit, il y a une récupération toujours possible. En fait, le mécanisme, l'inertie hein, du système artistique est forte. Et puis, l'urinoir, finalement, il est au centre Pompidou, quoi. Enfin, il dérange plus grand monde, vraiment. Quoique, on pourra en parler. Peut-être qu'il dérange encore, mais on verra pourquoi, pour une autre raison. Il y a quelque chose de compliqué dans cette époque de l'art moderne parce que les intentions sont effectivement très bonnes, mais que d'un autre côté, quand on en a fini avec, par exemple, une pièce de Brecht, on ne sait pas très bien où mettre sa violence, quoi. On ne sait pas très bien si on a été purgé de sa violence ou si la seule chose qui reste, maintenant que l'art lui-même n'est plus une échappatoire, c'est le passage à l'acte. Ce qui est très bizarre, c'est que Brecht est contemporain presque de Fluxus, du Living Theatre, de Monteverita, d'expériences où l'abolition, alors là c'est le contraire, on abolit complètement la représentation, on abolit la coupure, au lieu de la faire voir, tout d'un coup on est tous engloutis. Et c'était une idée de Rousseau, c'est une idée très ancienne en fait. Rousseau était contre les spectacles, pour des raisons justement démocratiques, politiques aussi, hein, comme Brecht. Dans la lettre à d'Alembert sur les spectacles, il explique qu'un spectacle, ça nous met à distance de l'action. On devrait danser, on devrait faire des danses folkloriques plutôt que d'aller voir des spectacles. Parce que pour Rousseau, qui est un théoricien de la démocratie, le peuple doit en quelque sorte ne jamais se diviser avec lui-même. Sinon, on revient à la frontalité, à l'opposition du souverain et des sujets. Hein, le peuple, c'est une circulation, donc c'est une ronde. Mais on sait très bien qu'au XXe siècle, cette idée a été dévoyée. Et même à l'époque de Rousseau, la Révolution française et la Terreur vont danser eux-mêmes une sorte de danse bizarre hein, et tragique. Les totalitarismes au XXe siècle vont aussi beaucoup jouer de cette idée qu'il n'y a plus de représentants, en quelque sorte, qu'on doit être tous dans un seul corps politique, un seul corps organique. Et évidemment, ça va être terrifiant. Alors, on peut se demander, en fait, si l'erreur qui est faite dans cette histoire, dans cette courte histoire de l'art moderne, et je pense que c'est ça qui va définir la position des artistes qu'on appelle contemporains, c'est des définitions parfois qu'on peut trouver spécieuses, mais qui ont leur importance quand on les répartit comme ça sur un échiquier historique, c'est que, au fond, on veut purger absolument le monde de la violence. Mais est-ce que c'est la bonne manière d'aborder le problème? Est-ce qu'il n'y a pas des violences, ça c'est une vraie question philosophique, qui sont bonnes? C'est difficile de dire oui, de go. Je pense que la violence, par définition, c'est le mal. Mais c'est plus compliqué. Et puis, au fond, quand on fait violence à la violence elle-même, au lieu de l'accueillir, on se comporte soi-même de manière violente. Donc, on ne purge pas ses passions. C'est Freud qui a dit des choses importantes à ce sujet quand il a introduit le concept de sublimation. C'est un concept qui fait vraiment écho au concept de catharsis, mais qui est un peu différent. La catharsis, c'est on regarde une action violente et on est purgé de ses passions. La sublimation, ça part du principe qu'on ne peut jamais supprimer la violence. On a de la violence en nous, elle existera toujours. On ne doit pas essayer de la purger, on doit essayer de la transformer. Et on a un certain nombre d'activités qui nous permettent de transformer la violence. Et qui sont justement ces moments où on trace un trait dans le sable. J'en parlais avec quelqu'un du théâtre, Peter Brook, qui a réinventé un peu un théâtre en disant on va juste avoir une étendue de sable et tracer une ligne dans le sable. Et donc on trace cette ligne, on trace une séparation, mais cette séparation, c'est une séparation qui va permettre à l'imaginaire de se déployer
et au fond, en se déployant à la violence qui est en nous, de trouver une forme d'échappatoire. Au fond, ce que Freud dit, c'est que on a besoin de l'art, un petit peu comme on a besoin du sommeil. Si on empêche quelqu'un de dormir, il meurt. Si on empêche les gens de croire, si on empêche de se projeter, on empêche ce processus de sublimation. Et effectivement, à ce moment-là, on est forcément dans le passage à l'acte. On n'a que la pulsionalité. Et ça, c'était une idée d'Anne Dufourmentel. Elle a écrit un très beau texte sur la sublimation dans Libération, vous pouvez retrouver. Et évidemment, j'évoque sa mémoire avec émotion ici. Tu en as parlé un tout petit peu. Ce qui est la bonne violence, en quelque sorte, que Freud met en avant là-dedans, c'est une violence encore plus invisible, mais qui est absolument nécessaire. C'est par exemple celle des ratures. Un peintre, il va s'inscrire dans une histoire, il va faire un apprentissage, il va rater, recommencer, il va vouloir faire une belle œuvre d'art, Brecht y compris. Et en quelque sorte, il va transformer une forme de violence, il va la retourner peut-être contre lui, mais elle va être créatrice. C'est quelque chose qu'on retrouve dans la philosophie. Il y a des formes d'esthétique de la violence qui sont très très lointaines de nous, mais qui ne sont pas moins violentes. Quand on fait de la philosophie, quand on se parle, on n'a pas l'impression de faire violence ou de se faire violence. Mais les mots de la philosophie et la démarche de la philosophie est violente. Analyser, c'est défaire, dissoudre. Déconstruire, c'est aussi défaire. Creuser un concept, c'est comme creuser une molaire. Démystifier, trancher entre le vrai et le faux. Quand vous réfléchissez, ça c'est une activité de sublimation. Et il ne faut pas qu'on empêche cette activité de sublimation parce que c'est celle qui permet justement à notre pulsionalité de se transformer, de produire des choses. Donc, l'enjeu en quelque sorte de l'art, c'est pas forcément peut-être, en tout cas de l'art dans la société, c'est peut-être pas forcément de purger la violence sous la forme de la catharsis, y compris d'une catharsis plus complexe comme on l'a vu, c'est peut-être de favoriser la sublimation. C'est de favoriser cette expression d'une violence qui est neutralisée, qui est rendue inoffensive. Et je pense que l'art contemporain, c'est un art contemporain qui, par opposition à l'art moderne, né à peu près dans les années 60, et s'est dit qu'une des bonnes manières peut-être de faire ça, c'était d'introduire un peu d'humour, un peu de jeu, J-E-U, dans l'art. Que c'était ça qui allait peut-être permettre de déplacer ou de casser ce cercle de la violence, en quelque sorte. Alors j'ai parlé de Duchamp tout à l'heure. On ne peut pas du tout passer à côté du fait que c'était un farceur et qu'il y a une dimension farcesque de ce travail qui nous amène sur un autre terrain. C'est une œuvre en fait très poétique aussi. Elle ne dit pas seulement que l'art c'est un urinoir ou que les œuvres d'art sont des objets quotidiens ordinaires, elle dit aussi que les objets ordinaires peuvent être transfigurés, que l'activité de la sublimation elle est en nous, qu'il ne tient qu'à nous en fait d'y voir ce qu'on veut y voir. Il y a des gens qui voient un Bouddha, par exemple, assis dans cette œuvre parce qu'il a retourné l'urinoir. Il n'est pas dans son état normal, fonctionnel. C'est une œuvre qui nous fait basculer dans une dimension un peu surréelle. J'ai parlé de surréalisme du monde, où finalement le rêve est une composante essentielle de notre pouvoir de transformer la réalité, de sublimer la réalité. J'appelle ça, après Marc-Olivier Valère avec qui je travaillais au Palais de Tokyo, des œuvres qui clignotent. Ce sont des œuvres qui nous amènent à voir le monde clignoter. Un coup il est ordinaire, un coup il est merveilleux. Un coup il est ordinaire, un coup il est merveilleux. Et c'est vraiment ce trembler du monde qui est, je pense, le contenu réel d'une œuvre comme celle-là. Et j'en veux pour preuve l'œuvre préférée de Marcel Duchamp, qui était sa porte, la porte de son studio. Il avait un studio rue Larrey et il était trop petit pour avoir à la fois une porte qui ouvrait sur la salle de bain et qui fermait le salon. Donc quand on fermait la salle de bain, on ouvrait le salon, et quand on fermait le salon, on ouvrait la salle de bain avec la même porte. Et c'est le clignotement typique des œuvres de Duchamp et sa dose d'humour qui est absolument étonnante. Je conclus avec un surréaliste que j'aime beaucoup, c'est André Breton, avec cette ampoule qui clignote et qui nous projette dans ce monde où finalement on est dans un monde où
Le clignotement, ça peut être une forme de violence, d'une certaine manière. C'est binaire, c'est le 1, le 0. Avec Philippe Trétiac, tout à l'heure, on disait le flash, c'est ce qui vous aveugle. Mais c'est aussi quelque chose qui produit du jeu. On est dans une société du clignotement, et c'est une société extrêmement joyeuse, d'une certaine manière, aussi grâce à cette espèce de monde de lumière qu'on peut trouver chez Chaplin, ou dans les Lumières de la ville, ou un certain nombre d'œuvres qui nous amènent dans un monde des rêves. Je ne sais pas si j'ai le temps, Raphaël, et toi qui me dis de lancer une petite vidéo pour terminer. Un artiste contemporain, 1 minute, voilà, qui s'appelle Robin Meyer et qui a fait un travail sur les lucioles et qui synchronise des lucioles avec des diodes électriques et qui, dans ce rapport qu'on pourrait penser, a priori, effectivement, faire violence à la nature, crée une espèce de symphonie et de danse très mystérieuse. Merci beaucoup Marc.